Disons que tu viens de mettre la main sur une machine à voyager dans le temps. Pas le modèle Pato qui crache de la vapeur tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais la version authentique, profilée, silencieuse, et capable de te déposer n'importe où, de l'âge glaciaire à la chute de Rome. C'est grisant. Jusqu'au moment où tu te rends compte que tu n'as pas la moindre idée de la façon de survivre une fois la porte franchie. Le voyage dans le temps a l'air glamour, mais exotique, souverain, légendaire, architecture à couper le souffle, mais c'est aussi un champ de mine. Au moindre faux pas, tu peux passer pour un espion, te faire maudire par un prêtre local, ou, dans certains cas, te faire manger. Oui, manger. Certaines époques ne sont pas exactement compatibles avec le végétarisme. Voilà pourquoi ceci n'est pas une simple compilation d'anecdotes historiques amusantes. C'est ton manuel de survie pour visiter les civilisations antiques les plus emblématiques. L'Égypte, la Mésopotamie, la vallée de l'Indus, la Chine ancienne, la Grèce, Rome, les Mayas et les Vikings. Et en ressortir la tête toujours sur les épaules, avec une histoire à raconter. Nous allons voir comment te fondre dans la masse, qui éviter, quoi manger, comment ne pas insulter le roi, et pourquoi tu ne devrais en aucun cas toucher certains objets rituels. Ce guide n'est pas là pour enjoliver le passé. Les civilisations anciennes étaient magnifiques à bien des égards, mais aussi dangereuses, infestées de maladies et souvent impitoyables. Ton rêve de flâner dans les marchés de Babylone peut très vite s'achever par une vilaine infection, parce que tu n'as pas fait bouillir l'eau au préalable. Alors attache ta ceinture. Les sections qui suivent ne sont pas de simples cours d'histoire. Ce sont des plans de survie. Vois-moi comme ton guide, ton garde du corps, et cet ami un brin parano qui n'arrête pas de te répéter de ne rien toucher. Prêt ? Sortons de la machine à voyager dans le temps et mettons le cap sur notre première escale, l'Égypte ancienne. Sortez de la machine à voyager dans le temps et un soleil aveuglant vous accueille. L'horizon est bordé de monuments de pierre promis à survivre aux empires, tandis que résonne le battement lent et régulier du Nil. L'Égypte ancienne n'est pas qu'un lieu. C'est un monde bâti sur l'ordre divin, une hiérarchie stricte et la conviction que tout, de la crue du fleuve à la réussite d'une moisson, relève d'un équilibre cosmique. Si vous pensez être là simplement pour admirer les pyramides, détrompez-vous. L'Égypte, où vous avez atterri, est une civilisation vivante, vibrante. Le pharaon y est considéré comme un dieu sur terre. Les prêtres gèrent la relation entre l'humanité et le divin. Et les paysans travaillent la terre au rythme de cycles plus anciens que les monuments eux-mêmes. La société égyptienne est construite à l'image des pyramides, large à la base et qui s'effile jusqu'à un seul point de pouvoir absolu au sommet. Ce point, c'est le pharaon, à la fois roi et dieu, un être dont la parole fait loi et dont la volonté est soutenue par l'autorité divine. Sous lui se trouvent les vizirs et les nobles, qui administrent le royaume. Les prêtres jouissent d'une influence immense, non seulement parce qu'ils contrôlent les temples, mais aussi parce qu'ils servent d'intermédiaires entre le peuple et les dieux. Les scribes constituent l'élite lettrée. Ils maîtrisent les secrets des hiéroglyphes et peuvent façonner l'histoire rien qu'en la consignant. Les paysans, les ouvriers et les artisans forment l'immense majorité. Leur labeur est le moteur qui fait tourner le royaume. Si vous arrivez de Mésopotamie, la première chose qui vous frappera, c'est à quel point le pouvoir est centralisé ici. Les cités-États mésopotamiennes comptaient souvent des dirigeants rivaux et des alliances mouvantes. L'Égypte, elle, est unifiée, du moins lorsque les dynasties sont fortes. Comparée à l'étalement urbain de la vallée de l'Indus, la population égyptienne se concentre le long de l'étroite bande de terre fertile qui borde le Nil, ce qui la rend plus facile à administrer, mais aussi plus simple à contrôler. Ne vous laissez pas tromper par ce fleuve à l'air paisible. L'Égypte n'est pas exempte de danger. Le désert qui entoure le Nil est tout autant une barrière naturelle qu'une condamnation à mort pour qui s'aventure trop loin sans préparation. Les maladies sont fréquentes, surtout lors des crues annuelles. Et le savoir médical mêle remèdes pratiques et rituels spirituels. À propos de rituels,
l'irrespect religieux est l'un des moyens les plus rapides de vous attirer de sérieux ennuis. Un geste aussi anodin que pénétrer dans un temple les pieds non lavés peut offenser la mauvaise personne. Les intrigues de cour peuvent aussi se révéler mortelles. Le pharaon a beau être divin, la politique de palais, elle, est terriblement humaine. Les dignitaires et les prêtres rivalisent souvent d'influence, et un étranger qui semble avoir l'oreille de quelqu'un d'important peut soudain devenir une cible. Et si vous pensez pouvoir vous frayer un chemin à coups d'épée comme un pillard viking, oubliez cela, le système égyptien ne repose pas sur la force brute. Ici, le pouvoir tient au rang social, à la faveur divine et à des alliances patiemment tissées. La clé pour survivre en Égypte, c'est le respect de la hiérarchie et des dieux. Portez du lin, de préférence blanc ou de couleur claire, pour supporter la chaleur et adopter le style local. Les sandales conviennent dans la rue, mais vous aurez intérêt à les retirer avant d'entrer dans un lieu sacré. Apprenez quelques hiéroglyphes de base, ou au minimum les signes pour offrande, bénédiction et les noms des principales divinités. Le Nil est votre ligne de vie, pour la nourriture comme pour les déplacements. Mais n'en buvez pas l'eau directement, si vous ne voulez pas passer votre séjour à le regretter. Préférez la bière. Oui, la bière, plus sûre, est véritable pilier de l'alimentation égyptienne. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de rang supérieur, inclinez légèrement la tête et gardez les mains bien visibles. Ne tournez jamais le dos à un prêtre ou au pharaon sans y être autorisé. Par rapport à Rome, où l'on peut gagner des faveurs par l'esprit et le spectacle public, l'Égypte exige une révérence silencieuse et des preuves de loyauté subtiles. Par rapport aux Mayas, dont les structures religieuses sont tout aussi profondes, les rituels égyptiens sont plus centralisés, ce qui facilite l'apprentissage des règles si vous êtes l'observateur. L'Égypte offre de la structure, de la stabilité et une certaine prévisibilité, du moins lorsque le royaume n'est pas en proie à des soubresauts politiques. Vous avez moins de chances d'être pris dans une violence de rue aléatoire qu'en Grèce ou dans des implantations vikings. Mais l'envers de la médaille, c'est qu'un seul faux pas protocolaire peut vous condamner aussi sûrement qu'une épée. Si vous valorisez l'ordre et avez la patience de vous adapter à une société profondément religieuse et hautement stratifiée, l'Égypte pourrait bien être votre havre le plus sûr. En revanche, si vous recherchez la liberté politique de dire ce que vous pensez, vous la trouverez bien plus restrictive qu'à Athènes ou dans les marchés de la vallée de l'Indus. En somme, l'Égypte ancienne est le lieu idéal pour un voyageur du temps capable de baisser la tête, d'apprendre vite et de respecter les fils invisibles de l'ordre divin. Ne le faites pas, et votre séjour ici sera aussi bref que le crépuscule du désert. La porte de la machine à voyager dans le temps s'ouvre, et tu mets le pied dans une terre entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, où des remparts surgissent de la plaine, et des ziggourats percent l'horizon. Voici la Mésopotamie, souvent appelée le berceau de la civilisation. Un titre amplement mérité, on y trouve l'écriture, des lois codifiées, une architecture monumentale et une vie urbaine bien avant que d'autres civilisations ne disposent même d'établissements permanents. Mais ne te laisse pas berner par la liste des exploits. La Mésopotamie n'est pas une salle de classe assoupie. C'est une scène vivante et fébrile où le pouvoir change de main à toute vitesse et où les fortunes se font ou se défont avant même la bière du matin. La Mésopotamie n'est pas un empire unifié comme l'Égypte, c'est plutôt une mosaïque de cités-États. Ur, Uruk, Babylone, Ninive, chacune avec son souverain, sa divinité tutélaire et bien souvent ses ambitions hégémoniques. Ici, les rois ne sont pas des dieux eux-mêmes, comme en Égypte, mais ils règnent au nom des dieux, adossés à l'autorité religieuse. Les temples ne sont pas de simples lieux de culte, ils constituent le cœur battant de l'économie urbaine et contrôlent terre, main-d'œuvre et ressources. Si tu arrives d'Égypte, la différence est immédiate. Le pharaon y commande un royaume centralisé, porté par une vision unitaire. En Mésopotamie, les dirigeants jonglent avec des voisins rivaux, des alliances mouvantes et la menace constante d'invasion. L'atmosphère y est plus âpre, on sent que la stabilité n'est que provisoire et que la prochaine secousse politique n'est jamais bien loin. Les scribes détiennent un pouvoir considérable grâce à l'écriture cunéiforme, le plus ancien système de ce type connu.
Les marchands y jouent aussi un rôle plus en vue qu'en Égypte, profitant de vastes réseaux d'échanges qui s'étendent jusqu'en Anatolie, dans la vallée de l'Indus et au-delà. À cet égard, la souplesse sociale mésopotamienne se rapproche davantage des cités commerçantes bouillonnantes de la Grèce classique que des hiérarchies rigides de la Chine ou de l'Égypte. Les fleuves de Mésopotamie donnent la vie, mais ils sont aussi imprévisibles et capables de crues catastrophiques. Si l'idée d'un petit plongeon te tente, oublie. Entre courants, débris et créatures aquatiques peu amènes, tu trouverais vite des ennuis. Les maladies prospèrent dans des villes densément peuplées, où l'assainissement reste rudimentaire. Mais le vrai danger ici est humain. Les cités-États rivales se font la guerre avec une régularité inquiétante, et les expéditions de pillage ne sont pas rares. Un soir, tu peux siroter une bière dans une taverne, et le lendemain courir vers les remparts. L'intrigue s'infiltre aussi dans la vie quotidienne. Les alliances bougent, et être lié à la mauvaise personne au mauvais moment peut te valoir les chaînes. Comparé au royaume du Nil, relativement stable, la Mésopotamie paraît instable. De ce point de vue, elle a davantage en commun avec les établissements vikings, même si, chez les vikings, l'instabilité vient de raids extérieurs et de migrations saisonnières, et non du jeu d'échecs politiques permanent et localisé que tu trouveras ici. Pour passer pour un local, commence par l'apparence. Ici, les vêtements de laine sont monnaie courante, plus légers en été, plus lourds en hiver, et les étoffes teintes signalent la richesse. Les hommes portent généralement des jupes ou des tuniques, les femmes des habits longs et drapés. Les bijoux sont plus que de simples ornements. Ils affichent un statut. Procure-t'en si tu peux, mais sans en faire trop, au risque d'attirer les mauvaises attentions. La religion n'est pas optionnelle. Chaque cité a sa divinité tutélaire, et tu as tout intérêt à apprendre vite les offrandes et les fêtes adéquates. Oublier d'honorer la divinité locale, ce n'est pas seulement impoli, c'est presque une déclaration d'hostilité. En cas de doute, suis la foule. Aligne-toi sur le rythme de la cité, matinées au marché, après-midi consacrés au travail ou aux tâches du temple. Soirées rythmées par les rassemblements communautaires. Garde tes opinions politiques pour toi, à moins de savoir exactement qui écoute. Par rapport à l'étiquette, plus prévisible de l'Égypte, survivre en Mésopotamie, c'est savoir lire la pièce et adapter ton discours selon que tu te trouves parmi des marchands, des prêtres ou des soldats. En cela, l'exercice ressemble à l'équilibrisme nécessaire en Grèce, où le rang social dépend beaucoup du contexte. Pour un voyageur adaptable, la Mésopotamie regorge d'occasions. Les réseaux commerciaux sont immenses, et un nouveau venu astucieux peut faire fortune en négociant des biens rares ou en jouant les intermédiaires entre cultures. Mais il faut un esprit vif et des réflexes encore plus rapides, sociaux comme physiques, pour se frayer un chemin dans un paysage politique en perpétuelle mutation. Comparé aux Mayas, plus repliés sur eux-mêmes, ou à la Chine à la structure très rigide, la Mésopotamie est étonnamment ouverte aux étrangers qui se rendent utiles. Mais cette ouverture a un prix, une instabilité de tous les instants. Si tu cherches un séjour calme et prévisible, mieux vaut la vallée du Nil. Si au contraire tu t'épanouis dans le chaos et n'as pas peur de jouer une dangereuse partie d'alliance, c'est ton arène. En bref, la Mésopotamie est la destination idéale pour un voyageur temporel, naturellement diplomate et opportuniste. Mais si tu lis lentement les situations ou si la tension politique t'insupporte, mieux vaut viser des lieux plus stables, ou à tout le moins, laisser ta machine à voyager dans le temps en marche, au cas où il te faudrait une sortie rapide. La machine à voyager dans le temps atterrit dans un silence à peine troublé, et au lieu d'une pyramide monumentale ou d'un palais tentaculaire, quelque chose de plus discret, mais pas moins saisissant vous accueille. L'ordre. Les rues sont rectilignes, les bâtiments alignés, et partout transpire une planification délibérée. Bienvenue dans la civilisation de la vallée de l'Indus, patrie de villes comme Mohenjo-Daro et Harappa, des lieux conçus avec une minutie telle que même certaines villes modernes auraient de quoi prendre des notes. Contrairement à la grandeur monumentale de l'Égypte ou à l'étalement chaotique de la Mésopotamie,
la vallée de l'Indus est une merveille plus silencieuse. On n'y voit pas le nom d'un souverain écrasant l'histoire, pas de liste de rois gravée dans la pierre, pas de temple gigantesque dominant la ligne d'horizon. À la place, on ressent un effort collectif, comme si la ville elle-même était le monument. Voici la première chose que vous remarquez. La hiérarchie ne vous saute pas au visage. En Égypte, l'image du pharaon est partout. En Mésopotamie, la ziggourate proclame le cœur religieux de la cité. Mais dans la vallée de l'Indus, le pouvoir est plus diffus, du moins si l'on en croit les données archéologiques. De grands bâtiments publics laissent deviner une administration centralisée, mais nul palais évident pour indiquer qui commande. Cela ne veut pas dire que l'ordre fait défaut, bien au contraire. Les rues sont tracées en damier, des réseaux d'égouts courent sous vos pieds, et des puits publics fournissent de l'eau propre. Ce niveau d'organisation rivalise avec, et à certains égards dépasse, l'urbanisme romain, qui n'apparaîtra que des siècles plus tard. Comparé aux voies irrégulières de Mésopotamie ou aux sentiers ensablés d'Égypte, les villes de l'Indus paraissent étonnamment modernes. Le commerce est ici une force majeure, reliant la civilisation à la Mésopotamie, à la Perse et peut-être même à l'Égypte. Des sceaux finement gravés servent d'identification, à l'image des cachets de marchands dans les civilisations ultérieures. Alors qu'en Grèce, il vous faudrait séduire des mécènes, et dans les terres des Vikings, miser sur la force ou la loyauté, ici ce sont surtout votre fiabilité et votre savoir-faire qui comptent. Le plus grand danger dans la vallée de l'Indus n'est pas un rival politique évident, ni une armée hostile. En tout cas, pas avec la même constance qu'en Mésopotamie. Les villes sont relativement paisibles par rapport aux cités-États en guerre qui s'affrontent entre le Tigre et l'Euphrate. Mais le climat, lui, ne se laisse pas ignorer. Les crues de l'Indus, quoique moins erratiques que celles des fleuves mésopotamiens, peuvent malgré tout bouleverser la vie. Les sécheresses constituent un autre risque, surtout si vous arrivez au cœur d'un épisode aride qui a peut-être contribué au déclin de la civilisation. La maladie est une menace plus discrète, mais bien réelle. Même avec un assainissement avancé, les connaissances médicales anciennes ont leurs limites. Et si l'absence de propagande monumentale suggère un contexte politique moins oppressif qu'en Égypte ou en Chine, cela ne signifie pas que les étrangers disposent d'un passe-droit. Si vous manquez de respect aux coutumes locales ou perturbez les échanges, vous risquez l'isolement social, ce qui dans une communauté aussi dense et soudée peut être aussi dangereux que n'importe quelle épée. Pour vous intégrer, adoptez le style direct de la cité. Les vêtements de coton sont courants, plus frais que la laine et parfaits pour la chaleur. Restez simple mais soigné. Dans la vallée de l'Indus, la propreté dépasse le simple confort, elle fait partie du tissu social. Apprenez le rythme de la vie urbaine, levez tôt pour les marchés, après-midi aux ateliers ou à gérer les marchandises. Soirées consacrées à des rassemblements sociaux, moins formels qu'à la cour d'Égypte, mais néanmoins codifiés. Familiarisez-vous avec les sceaux utilisés dans le commerce. Ils sont à la fois fonctionnels et symboles de fiabilité. À la différence de la Mésopotamie, où un mot de trop peut vous enliser dans des ennuis politiques, ici le risque consiste surtout à être perçu comme peu fiable ou perturbateur. Comparé à la Grèce, où l'art oratoire et le débat peuvent vous élever, la vallée de l'Indus valorise l'apport concret plutôt que la performance publique. Comparé aux établissements vikings, où loyauté et bravoure fondent le prestige, ce sont ici l'artisanat, la constance dans les échanges et l'harmonie avec les normes communautaires qui priment. Si l'Égypte convient aux disciplinés et la Mésopotamie aux agiles de la politique, la vallée de l'Indus s'adresse aux méthodiques et à ceux qui privilégient la coopération. Son urbanisme, son assainissement et ses réseaux d'échanges en font l'une des destinations les plus confortables pour un voyageur temporel, à condition de ne pas rechercher l'excitation permanente ni une échelle sociale bien nette à gravir. Le bémol ? Cette civilisation demeure mystérieuse. Nous ne savons toujours pas lire leur écriture, à moins que votre kit de voyage temporel n'embarque une application de traduction. Il vous faudra apprendre la langue à l'ancienne. Cela demande de la patience
et l'humilité de reconnaître que vous entrez dans une société aussi avancée, à sa manière, que Rome ou la Chine, simplement sans fanfare. Pour un voyageur qui valorise la stabilité, la communauté et l'éclat discret d'une vie organisée, c'est sans doute ce qui se rapproche le plus d'un paradis urbain antique. Mais si vous chassez la gloire, vous pourriez le trouver un peu trop subtil. Tu sors de la machine à voyager dans le temps, dans une terre où les montagnes rejoignent des fleuves sans fin, où des murailles et des tours de guet filent jusqu'à l'horizon, et où le poids de la tradition plane dans l'air comme l'encens. Voici la Chine ancienne, non pas un instant figé, mais une succession de dynasties, chacune avec ses souverains, ses accomplissements et ses luttes. Que tu arrives sous les Shang, les Zhou, les Han ou les Tang, tu entres dans un monde où l'ordre est maintenu par le rituel, la loyauté et un réseau de relations d'une extrême finesse. La première chose que tu remarqueras ici, c'est le profond sentiment de continuité. Si l'Égypte a ses pharaons et la Mésopotamie ses cités-États, les cycles dynastiques chinois s'étendent sur des siècles, chacun bâtissant sur le précédent. Ce n'est pas un lieu où l'ordre social plie facilement. Si tu veux y survivre, il faut en apprendre les règles et les jouer sans faute. La société chinoise s'enracine dans une philosophie de hiérarchie, de devoir et d'harmonie. Au sommet trône l'empereur, le fils du ciel, dont le droit de régner est réputé procéder du mandat du ciel, une approbation d'origine divine. Au-dessous viennent les hauts fonctionnaires et les nobles, puis les lettrés, les paysans, les artisans et les marchands. Cet ordre compte et mieux vaut en souvenir. La place des lettrés est singulière. Quand en Égypte, les scribes consignent et préservent le savoir, en Chine, les lettrés fonctionnaires façonnent activement la politique au sein de l'administration impériale. Obtenir un tel poste ouvre la voie à l'influence. Mais les examens impériaux qui y donnent accès sont rigoureux, pétris de philosophie confucéenne et impitoyables. Comparé aux structures plus lâches et marchandes de la Mésopotamie, ou au pragmatisme coopératif de la vallée de l'Indus, l'échelle chinoise est à la fois plus difficile à gravir et plus rémunératrice pour qui réussit. Ici, la plus grande menace n'est ni le climat ni la maladie, bien présent, mais la politique. La vie de cour est un champ de mine fait d'étiquettes et d'intrigues. Une phrase mal choisie en présence de l'empereur peut te coûter ton rang, ta liberté, voire ta tête. Même hors du palais, des querelles entre gouverneurs locaux, chefs de guerre ou factions rivales peuvent t'aspirer avant que tu n'aies compris ce qui se passe. À la différence de la vie urbaine plus détendue de la vallée de l'Indus ou des rythmes communautaires de l'Égypte, la structure chinoise exige une vigilance de tous les instants. Tu dois toujours connaître ta place, ton rôle et les implications de chacun de tes actes. Cet environnement a quelque chose en commun avec les alliances mouvantes de Mésopotamie. Mais ici, les enjeux sont enveloppés de cérémoniales plus difficiles à déchiffrer et plus propices aux faux pas. Et puis, il y a la loi. Les codes juridiques de la Chine ancienne peuvent être stricts, et les châtiments draconiens. En Égypte, un léger manquement à l'étiquette peut valoir l'opprobre social. Ici, il peut mener à l'exil ou à l'exécution. La première règle, c'est le respect. Pour l'empereur, pour les aînés, pour la tradition. Salue comme il faut, adresse-toi aux gens avec les titres adéquats, et n'interromps jamais quelqu'un de rang supérieur. Ta tenue dépendra de la dynastie, mais la soie, si tu peux te le permettre, signale le raffinement, tandis que le chanvre ou le coton simple conviennent au rang inférieur. Habille-toi en cohérence avec le statut que tu revendiques. Paraître trop élégant ou trop négligé pour ton rôle éveillera les soupçons. Apprends suffisamment du dialecte local pour suivre les conversations et prête une attention soutenue à la poésie, aux proverbes et à l'étiquette. C'est une société où les mots peuvent élever ou t'ensevelir. Comparé à Rome ou à la Grèce, où la rhétorique acérée et le débat ouvert peuvent tenir du spectacle public, la conversation en Chine est subtile et à plusieurs niveaux. Ici, parler trop crûment peut être perçu comme grossier, voire dangereux. Par rapport aux Vikings, qui prisent la franchise, cette culture exige de la patience et l'art de lire entre les lignes.
Le commerce peut constituer un point d'entrée sûr pour un voyageur. Mais souviens-toi que les marchands occupent un rang bas dans la hiérarchie sociale. Si tes ambitions sont politiques ou culturelles, il te faudra gravir les échelons par l'étude, le patronage et une discipline sans faille. La Chine offre un niveau de stabilité et une richesse culturelle que peu d'autres civilisations peuvent égaler. Ses systèmes bureaucratiques, ses infrastructures et son efficacité agricole rivalisent avec, et dans bien des cas dépassent, ceux de l'Égypte ou de la vallée de l'Indus. Mais sa rigidité implique que tu dois soit t'y adapter complètement, soit demeurer à jamais un étranger. Si tu valorises l'ordre, la tradition et la possibilité de t'élever par la seule discipline, c'est ton terrain. Si au contraire tu préfères la souplesse, comme en Mésopotamie, ou l'anonymat collectif, comme dans la vallée de l'Indus, l'attention constante portée à la hiérarchie risque de t'épuiser. C'est un lieu pour le stratège prudent, capable de lire une assemblée aussi bien qu'un texte de philosophie, qui sait quand parler et quand se taire. Ici, survivre ne tient ni à la force brute, ni à la rapidité des échanges. Il s'agit de maîtriser les règles et de ne jamais laisser tomber le masque. La machine à voyager dans le temps s'ouvre sur une lumière éclatante. Des colonnes de marbre et le bourdonnement d'une ville qui semble vivante à tous égards. Vous avez atterri en Grèce classique, peut-être à Athènes, à l'apogée de sa démocratie, ou à Sparte, où l'air est chargé d'une discipline militaire. Quelle que soit la cité-État où vous vous trouvez, vous entrez dans un monde où la vie publique est tout, où la compétition est permanente et où les idées peuvent être aussi dangereuses que des armes. C'est une société qui nous a légué la philosophie, le théâtre, les mathématiques et l'idée d'un gouvernement de citoyens. Mais sous la façade de marbre se cache un monde complexe, souvent impitoyable, où une mauvaise alliance politique, une insulte mal placée ou même une pièce impopulaire peuvent vous faire tomber. La Grèce n'est pas un empire unifié, mais une mosaïque de cités-États farouchement indépendantes. Chacune avec son gouvernement, son armée et sa culture. Athènes est une démocratie, mais ne vous y trompez pas, elle n'est pas ouverte à tous. La citoyenneté est réservée aux hommes nés libres. Les femmes, les étrangers et les esclaves n'ont aucun droit politique. À Sparte, l'État est essentiellement une machine militaire. Les citoyens sont formés dès l'enfance à servir dans l'armée. Et tout tourne autour de la discipline et de l'endurance. Comparé à la hiérarchie centralisée de l'Égypte ou de la Chine, la Grèce paraît presque chaotique. À Athènes, le débat public façonne la décision. La scène est ouverte et la rhétorique se manie comme une lame. À l'inverse de l'efficacité discrète de la vallée de l'Indus ou de la bureaucratie structurée de la Chine, le statut social s'y gagne et se défend sur la place publique par des discours, des concours et des démonstrations visibles d'excellence. Le monde grec est brillant, mais il est aussi sans pitié. Ici, la politique ne se résume pas à savoir qui détient le pouvoir. Tout dépend de votre capacité à plaider votre cause et à emporter l'opinion. Un mot de travers à l'Assemblée et vous pouvez vous retrouver frappé d'ostracisme et banni pour 10 ans, presque sans préavis. Les guerres entre cités et États sont fréquentes, et les alliances peuvent changer du jour au lendemain. Si vous arrivez pendant la guerre du Péloponnèse, Athènes et Sparte sont engagés dans un affrontement féroce, et se trouver au mauvais endroit au mauvais moment peut signifier l'emprisonnement, voire pire. La vie sociale, elle aussi, peut être piégeuse. Insulter le maître de maison, mal se conduire lors d'une fête religieuse ou se moquer de la mauvaise personne dans une pièce peut mettre le feu aux poudres. Comparé aux règles formelles presque sacrées de l'Égypte ou de la Chine, les dangers grecs sont plus publics et moins prévisibles. Plus proches de la politique mouvante de la Mésopotamie, mais exacerbés par l'ouverture de la société. D'abord, choisissez votre camp. Athènes offre des opportunités à ceux qui ont l'esprit vif et le don de persuasion. Pour vous intégrer, apprenez suffisamment de grec pour suivre et contribuer aux conversations sur l'agora. La place publique où l'on débat de tout, de la politique à la philosophie. Portez un chiton
la tunique de base, et adopter une allure assurée. À Athènes, l'hésitation passe pour de la faiblesse. Sparte, c'est autre chose. Ici, survivre suppose d'embrasser l'éthique militaire, de mesurer vos mots et de faire preuve de résistance physique. Les étrangers sont rares et souvent regardés avec suspicion. Comparé au bavardage ouvert d'Athènes ou au fourmillement marchand de la Mésopotamie, Sparte est disciplinée jusqu'à l'austérité. Dans les deux cas, la religion est intimement liée à la vie publique. Les fêtes en l'honneur des dieux ne sont pas facultatives, ce sont des moments clés d'unité civique. Ne pas y participer ou manquer de respect aux traditions vous cataloguera rapidement comme un intrus. À la différence de la vallée de l'Indus, où s'intégrer relève d'une coopération discrète, ou de la Chine, où l'on navigue à travers hiérarchie et protocole, la Grèce exige votre participation à la vie publique. Que ce soit par la politique, l'art, le sport ou la philosophie, il faut vous rendre visible, mais avec stratégie. La Grèce est exaltante pour le voyageur qui s'épanouit dans les défis intellectuels et l'engagement public. C'est un lieu où les idées comptent, où la vivacité d'esprit peut vous hisser plus vite que la naissance ou la richesse, même si l'une et l'autre aident. Mais c'est aussi une société où la compétition ne s'arrête jamais et où la sanction en cas d'échec peut être lourde. Par rapport à l'Égypte, la Grèce offre davantage de mobilité à un étranger avisé, mais bien moins de sécurité. Par rapport à la Chine, elle est plus souple et plus improvisée, mais cette liberté s'accompagne de la nécessité constante de défendre votre position. Par rapport aux Vikings, les compétitions grecques se jouent autant dans les esprits et sur le marché que sur le champ de bataille. C'est un monde pour les audacieux, les éloquents et les esprits vifs. Si vous savez naviguer dans le jeu politique et préserver intacte votre réputation, la Grèce vous offrira de la culture, des relations et peut-être même une place dans les livres d'histoire. Échouez et vous ne serez plus qu'un autre récit édifiant, raconté sur l'Agora. La porte de la machine à voyager dans le temps s'ouvre à la volée. Et c'est le vacarme qui vous frappe d'abord. Les cris des marchands au marché, le fracas du métal dans les forges, les acclamations et les rugissements de l'arène voisine. Vous avez atterri dans la Rome antique, une ville qui est à la fois le cœur battant d'un empire et un monument à sa propre ambition. Des temples de marbre se dressent à côté de tavernes grouillantes. Des sénateurs débattent sous de vastes colonnades, et non loin de là, des gladiateurs se préparent au combat au Colisée. Rome est un monde d'extrêmes. Elle peut offrir un luxe inimaginable à ceux qui jouissent du rang et de la richesse, et une dureté écrasante à ceux qui en sont privés. Ici, le pouvoir se voit partout. Des routes qui sillonnent l'Empire aux aqueducs qui amènent l'eau jusqu'à la ville. Mais derrière la pierre polie et la discipline militaire se cache une société en mouvement perpétuel, où les bonnes relations peuvent vous propulser vers le haut et où un faux pas peut vous précipiter dans la disgrâce ou l'exil. Rome repose sur une hiérarchie à plusieurs strates. Au sommet, l'empereur, ou plutôt les consuls, puis les sénateurs, les chevaliers, citoyens fortunés juste au-dessous de l'ordre sénatorial, les plébéiens, citoyens libres ordinaires, et tout en bas, les esclaves. La citoyenneté compte ici énormément. Elle détermine vos droits, vos protections juridiques et votre accès à la vie publique. Alors que la hiérarchie chinoise s'appuie sur la tradition et l'érudition, et que l'égyptienne se fonde sur la royauté divine, le pouvoir à Rome est un alliage de politique, de services militaires et de richesse. Le succès militaire, surtout, peut faire passer un homme de l'ombre au premier plan politique. Marchands et artisans, sans appartenir à l'élite dirigeante, peuvent néanmoins gagner de l'influence grâce à l'argent et au patronage. Ce qui est moins probable dans les sociétés plus rigidement ordonnées de Chine ou d'Égypte. La sphère publique y est immense. Le Sénat débat des lois et des politiques. Mais c'est dans les forums de la ville que se joue vraiment le théâtre politique. C'est un peu comme Athènes, avec ses débats ouverts, mais à une échelle bien plus grandiose, et avec des coups bas autrement plus brutaux. Les rues de Rome fourmillent de vie,
mais elles sont aussi dangereuses. Voleurs à la tire, escrocs et bandes opèrent au grand jour, surtout dans les quartiers les plus bondés. Les incendies sont une menace constante dans les quartiers densément bâtis, et les maladies peuvent se propager rapidement parmi la population urbaine. Vient ensuite le danger politique. Si vous évoluez dans les hautes sphères du pouvoir, le Sénat est un champ de bataille à part entière. Alliances fragiles, trahison fréquente, des ennemis peuvent vous détruire par la loi comme par la rumeur. Un jour, vous êtes un général célébré. Le lendemain, vous êtes déclaré ennemi public et vos biens sont confisqués. Ici, l'opinion publique compte davantage qu'en Égypte ou en Chine. Un discours mal reçu, une fête ratée ou même l'ombre d'un affront à la mauvaise personne peut suffire à briser votre carrière. Comparé aux rivalités changeantes des cités-États de Mésopotamie, la politique romaine est centralisée, mais tout aussi volatile. L'apparence compte. En ville, portez une tunique, et si vous êtes citoyen, drapez une toge par-dessus pour les occasions officielles. Dans la vie publique, apprenez à prendre la parole avec assurance. Rome valorise l'éloquence presque autant que la Grèce, et la rhétorique est une compétence essentielle pour progresser. Pour survivre, rattachez-vous à un patron puissant. Le système du patronat romain, patron et client, est le moteur de la mobilité sociale. En échange de votre loyauté et de vos services, un patron peut vous ouvrir l'accès à la richesse, au contrat et à la protection. Tenez parole. Honorez vos obligations et ne mettez jamais votre patron dans l'embarras en public. Participez à la vie publique, que ce soit en assistant aux jeux, en parrainant de petits événements, ou simplement en vous montrant là où il faut. De ce point de vue, Rome ressemble davantage à la Grèce qu'à la plus discrète vallée de l'Indus. La visibilité est primordiale. Mais là où Athènes chérit le débat philosophique, Rome récompense les résultats, en politique, à la guerre comme dans le commerce. La religion est bien présente, mais plus adaptable qu'en Égypte ou chez les Mayas. Les fêtes publiques, en l'honneur des dieux, sont des événements civiques, et y prendre part est un signe de loyauté envers l'État. Les ignorer n'est pas seulement impoli, c'est suspect. Rome éblouit les voyageurs qui prospèrent grâce à l'ambition et à l'engagement public. Elle offre davantage de voies d'ascension sociale que l'Égypte ou la Chine, et plus de spectacles que la pragmatique vallée de l'Indus. Mais elle est aussi moins clémente. Ici, un scandale peut vous abattre plus vite que dans presque toute autre société antique. Comparé à la Grèce, la vie politique romaine est plus vaste et mieux organisée, mais aussi plus impitoyable. Comparé aux Vikings, la conquête romaine s'appuie sur des armées, des infrastructures et le droit plutôt que sur des raids éclairs, même si la violence peut être tout aussi décisive. Si vous voulez vivre à Rome, préparez-vous à jouer sur le long terme. Tissez un réseau sans relâche, protégez vos arrières et gardez un œil sur les vents changeants de la politique. Faites-le bien et vous pourrez jouir d'une vie de villa de marbre, de bons vins et d'influence à travers le monde connu. Échouez et vous ne serez plus qu'une note de bas de page, ou pire, un exemple à ne pas suivre, gravé dans le discours d'un sénateur. Vous sortez de la machine à voyager dans le temps et découvrez un monde de pyramides de pierre aux silhouettes vertigineuses, de villes enveloppées par la jungle et de places animées de couleurs, de musique et de rites. Voici la civilisation maya, qui s'étend sur l'actuel sud du Mexique, le Guatemala, le Belize et le Honduras. L'air est saturé de l'odeur de l'encens, du son des tambours et des flûtes, et du poids d'un système calendaire si complexe qu'il fait passer l'ordre du jour du Sénat romain pour l'ardoise d'un enfant. Les Mayas sont architectes, astronomes, mathématiciens et agriculteurs chevronnés et créent des villes où des ouvrages de pierre monumentaux se fondent dans un environnement tropical dense. Mais c'est aussi une société où le rituel et la politique s'entremêlent si étroitement que chaque acte, de la mise en terre des semences à la déclaration de guerre, s'inscrit dans un ordre cosmique à préserver. Au sommet de la société maya se trouve l'Ajao, le souverain, à la fois chef politique et grand prêtre. Son rôle n'est pas seulement de gouverner, mais d'apaiser les dieux et de maintenir l'équilibre des cycles du temps.
Les nobles gèrent l'administration, supervisent les cérémonies et commandent les armées. Les prêtres exercent une influence considérable. Ils interprètent les calendriers complexes et dirigent les rituels destinés à préserver l'ordre cosmique. En dessous viennent des artisans qualifiés, des marchands et des cultivateurs. Des routes commerciales relient les Mayas à des régions lointaines, apportant du jade, de l'obsidienne, du cacao et des plumes exotiques. Les esclaves, souvent capturés à la guerre, accomplissent les travaux les plus pénibles. Comparé au contrôle centralisé de l'Égypte ou de la Chine, la société maya s'apparente davantage à la Grèce ou à la Mésopotamie, un ensemble de cités-États, chacune avec son souverain et ses intérêts. Mais là où la rivalité grecque est mue par la politique et l'orgueil militaire, les rivalités mayas sont imprégnées de religion et d'interprétation des signes cosmiques. La jungle est splendide mais dangereuse. Chaleur, humidité et insectes piqueurs seront vos compagnons constants, et les maladies peuvent se propager rapidement dans des villes densément peuplées. Hors les murs, animaux sauvages et guerriers rivaux constituent de véritables menaces. Le plus grand danger, toutefois, pour un voyageur temporel, réside dans une mauvaise appréciation du poids culturel du rituel. Les Mayas pratiquent des sacrifices humains en offrande aux dieux, surtout lors de grandes cérémonies ou en temps de crise. Les étrangers peuvent être tolérés pour leur nouveauté ou leur valeur commerciale, mais arrivés au mauvais moment, disons pendant une sécheresse ou après une défaite militaire, pourrait faire de vous le candidat rêvé à un honneur dont vous ne voulez pas. Comparé au spectacle public de Rome ou à la vie des temples très codifiés en Égypte, les rituels mayas sont plus viscéraux et intimement intégrés à la gouvernance quotidienne. Comme en Chine, l'autorité publique y est indissociable du mandat divin. Mais les moyens de la conserver sont autrement plus physiques. Habillez-vous léger, mais avec soin si possible. Vêtements de coton, teintures vives et broderies décoratives signalent le statut. Des bijoux en jade ou en coquillage complètent l'allure, mais n'arborez rien de trop étrange. Un ornement d'aspect insolite pourrait être perçu comme un mauvais présage. Apprenez les rythmes du calendrier. Les Mayas suivent plusieurs cycles à la fois, dont le calendrier rituel de 260 jours et le calendrier solaire de 365 jours. Si vous savez anticiper fêtes et rituels, vous vous fondrez mieux et éviterez de profaner par inadvertance des jours sacrés. À cet égard, survivre ici exige la même vigilance qu'en Chine, où connaître le tempo cérémoniel est essentiel. Les relations sociales comptent énormément. Alliez-vous à une maisonnée de rang, peut-être par l'échange de biens prisés, comme le cacao ou l'obsidienne. Restez proche de ceux qui peuvent se porter garant de vous, car les étrangers sans attache claire sont plus vulnérables. La participation publique est attendue. Esquiver les rituels ou manquer de respect peut vous rendre suspect aux yeux de la prêtrise. Pour le voyageur fasciné par l'astronomie, les mathématiques et l'architecture, les Mayas offrent un degré de sophistication à l'égal de l'ingénierie égyptienne ou de l'urbanisme romain. Leur compréhension des cycles célestes rivalise et par certains aspects dépasse le savoir stellaire de toute autre civilisation antique. Mais cette brillance s'accompagne d'intensité. Le monde maya est superbe, certes, mais il est exigeant, physiquement comme culturellement. Dans la vallée de l'Indus, vous pourriez vivre paisiblement au milieu de rues bien planifiées. En Grèce, vous pourriez vous élever par la rhétorique. Ici, survivre consiste à vous aligner sur l'ordre cosmique et à rester utile à ceux qui l'interprètent. Si vous êtes adaptable, respectueux des rituels et peu effrayé par la chaleur ou les cérémonies, les cités mayas pourraient devenir votre foyer, loin de votre siècle. En revanche, si les obligations religieuses strictes vous hérissent, ou si vous craignez de finir intégré à un rite sacrificiel, mieux vaut garder votre machine à voyager dans le temps, prête à repartir. Vous sortez de la machine à voyager dans le temps, et l'air vous assaille, froid, tranchant, avec une légère odeur de sel et de fumée. Des navires longs bordent le rivage, leurs proues sculptées surveillant la mer comme des bêtes affamées. Des hommes et des femmes se déplacent avec détermination, réparent des voiles, tirent des filets, affûtent des armes. Bienvenue dans l'âge viking,
Un monde qui s'étend des fjords de Norvège aux confins glacés du Groenland, jusque dans les marchés animés de Constantinople. L'image du viking en pillard sauvage, hache au poing, n'est que la moitié de l'histoire. Oui, les raids font partie de la vie, et ils peuvent être lucratifs, mais c'est aussi une société de marchands, d'explorateurs et d'agriculteurs. Sous des dehors rugueux se cache un ordre social d'une complexité surprenante, où l'honneur est une monnaie d'échange, et où la réputation peut faire la différence entre la survie et la ruine. La société viking repose sur le lien du clan et la force du Ting, l'assemblée où les hommes libres se réunissent pour prendre des décisions, trancher les litiges et faire appliquer la loi. Rois et jarls, nobles, détiennent un pouvoir régional, mais leur autorité dépend de la loyauté de leurs guerriers et du soutien du Ting. Ici, un chef fort n'est pas un souverain lointain, comme le pharaon d'Égypte ou l'empereur de Chine. C'est un homme capable d'inspirer au combat, de récompenser la loyauté et d'imposer le respect en face à face. Les classes sociales sont nettes. Les jarls au sommet. Les carls, paysans et artisans libres, qui forment la majorité. Et les thralls, esclaves à la base. Mais à la différence des hiérarchies rigides de la Chine ou de l'Égypte, un carl avisé ou courageux peut grimper dans l'échelle sociale, notamment grâce au succès dans le commerce ou au combat. Cette mobilité rappelle davantage Rome ou la Mésopotamie que la vallée de l'Indus, strictement ordonnée, où les souverains des Mayas investis d'un mandat divin. La mer est à la fois amie et ennemie. La navigation à bord des navires longs permet aux Vikings de mener des raids, de commercer et d'explorer sur de vastes distances. Mais les tempêtes, la mer formée et un temps imprévisible sont des dangers permanents. À terre, des clans rivaux et des familles en conflit rendent la vie dangereuse. Une atteinte à l'honneur peut se muer en conflit sanglant durant des générations. Et oui, les raids sont bien réels. Si tu voyages avec un équipage, on s'attendra à ce que tu y participes. Refuser pourra être perçu comme de la lâcheté, presque aussi grave qu'une trahison aux yeux des Vikings. Comparées aux menaces formalisées et symboliques de l'Égypte ou de la Chine, celles du monde viking sont directes et physiques. Elles évoquent les conflits ouverts des guerres entre cités et États de la Grèce ou les escarmouches de Mésopotamie. Mais ici, elles sont personnelles, liées à la loyauté et à la réputation plutôt qu'à la seule politique ou au territoire. Il te faut prouver ta valeur. Les Vikings respectent la force, l'adresse et la fiabilité, que ce soit sur le champ de bataille, dans l'artisanat ou à la barre d'un navire sur des eaux traîtresses. Habille-toi chaudement. Laine, fourrure, bottes solides. Un bon manteau n'est pas seulement pratique, c'est un signe visible de statut. Porte une arme, même si tu n'as pas l'intention de t'en servir. Être désarmé te cataloguera comme sans défense, donc vulnérable. Apprends les bases du droit norrois et la valeur du Ting. Les différends se règlent autant à l'argent qu'à l'acier, et savoir quand négocier est aussi important que savoir quand se battre. À la différence des Mayas ou de la Chine, où la religion est intimement liée à l'État, la croyance viking est personnelle et rattachée au panthéon norrois. Odin, Thor, Freya, entre autres. Les rituels comptent, mais manquer un banquet ne te condamnera pas comme le ferait l'absence à un rite de temple égyptien. En revanche, n'insulte pas les dieux ouvertement, même sans courroux divin. Tu t'exposerais à un sévère retour de bâton social. Par rapport à Rome ou à la Grèce, les Vikings accordent moins d'importance à une parole polissée qu'à des mots clairs et assurés. Ils valorisent la franchise, pas besoin de rhétorique fleurie. Si tu as survécu aux subtilités politiques de la Chine ou aux exigences cérémonielles de l'Égypte, le style direct des Vikings te paraîtra d'une francheté rafraîchissante. Le monde viking est imprévisible, aventureux et d'une vaste ampleur. Il offre plus de mobilité que la Chine, plus de liberté que l'Égypte, et une influence personnelle plus directe qu'à Rome. Mais il est aussi exigeant physiquement, avec des risques qui viennent autant de la nature que des rivalités humaines. Si tu as soif d'exploration et sais t'imposer dans une société où le respect se mérite, l'âge viking pourrait être ta destination idéale. Tu peux cultiver en paix, commercer sur des marchés grouillants ou mettre les voiles vers des terres inconnues. Mais si tu ne supportes pas le froid, la mer implacable ou l'idée de régler un différend à coups de hache, ce n'est pas l'époque qu'il te faut.
Comparé à la vie stable et ordonnée de la vallée de l'Indus ou aux journées gouvernées par les rituels chez les Mayas, l'âge viking est brut et indompté, un endroit où chaque jour offre à la fois fortune et danger. Pour le bon voyageur, c'est la liberté. Pour le mauvais, c'est un voyage très court. Vous avez traversé 8 mondes différents, chacun avec ses règles, ses rythmes et ses risques. Des temples écrasés de soleil de l'Égypte aux fjords glacés de l'âge des Vikings, le monde antique est une mosaïque de civilisations. Chacune prête à vous accueillir, vous exploiter ou vous anéantir, selon la façon dont vous jouez vos cartes. Il est tentant d'imaginer que vous pourriez flâner dans n'importe laquelle d'entre elles avec un peu de charme et un déguisement convenable. Mais après notre périple, vous savez que c'est illusoire. Le voyage dans le temps n'est pas du tourisme, c'est de la survie. La différence entre être un hôte d'honneur et devenir un récit édifiant tragique se résume à la qualité de votre compréhension de la société dans laquelle vous avez atterri. Jetons donc un dernier coup d'œil à nos destinations, côte à côte, pour voir comment elles se comparent. Si vous cherchez la stabilité, le type d'endroit où le sol politique ne se dérobe pas sous vos pieds un jour sur deux, l'Égypte antique, la vallée de l'Indus et certaines dynasties chinoises sont vos paris les plus sûrs. L'Égypte offre une autorité centralisée sous un souverain divin, où les règles sont strictes mais prévisibles. La vallée de l'Indus va plus loin grâce à un urbanisme méticuleux et une société conçue pour la coopération plutôt que le chaos. La Chine connaît de longues périodes d'ordre, pourvu que vous respectiez la hiérarchie et vous teniez à l'écart des intrigues de la cour. À l'autre extrémité du spectre, la Mésopotamie, la Grèce, Rome et l'âge des Vikings prospèrent dans le mouvement et le changement. Les cités-États mésopotamiennes montent et s'effondrent au gré des alliances. La politique grecque oscille avec l'opinion publique. Les fortunes de Rome se jouent sur les manigances du Sénat, et les Vikings vivent dans un monde où l'opportunité est changeante comme la mer. Les Mayas se situent quelque part entre les deux. Leurs cités-États peuvent être rivales, mais leurs cycles rituels et calendaires offrent une forme de stabilité qui masque la compétition politique. Chaque civilisation a sa voie vers l'influence, mais elles ne s'ouvrent pas toutes au même profil de voyageurs. En Égypte, on gravit les échelons en servant les intérêts du pharaon, en gagnant la confiance dans des fonctions religieuses ou administratives. En Chine, tout repose sur l'éducation, la discipline et la maîtrise de la bureaucratie. La vallée de l'Indus favorise la fiabilité dans l'échange et la réputation au sein de la communauté davantage que la gloire personnelle. Si vous préférez une société où l'on se fait un nom par l'esprit, l'audace ou la témérité, la Grèce, Rome et l'âge des Vikings sont vos arènes. La Grèce récompense la rhétorique et l'habileté dans la sphère publique. Rome conjugue les manœuvres politiques aux exploits militaires, et les Vikings honorent par-dessus tout le courage, l'adresse et la loyauté. En Mésopotamie, les opportunités se trouvent dans le commerce, la diplomatie et l'art de monter des factions rivales les unes contre les autres. Mais il faut des réflexes vifs pour survivre au remous politique permanent. Les Mayas exigent l'alignement sur l'ordre cosmique, et l'influence naît de la compréhension et du respect du contrôle sacerdotal du temps et des rituels. Le danger physique varie. L'âge des Vikings avec ses raids et ses traversées maritimes, et les jungles mayas avec leur chaleur, leur faune et leurs rituels sacrificiels sont les plus exigeants physiquement. Les guerres mésopotamiennes et la violence de rue à Rome constituent des menaces constantes, tandis que l'Égypte et la Chine recèlent des périls davantage politiques que physiques. Un mot ou un geste de travers peuvent vous coûter la vie aussi sûrement qu'une épée. Si vous êtes du genre à préférer les menaces claires et visibles, les Vikings, les champs de bataille grecs ou les arènes romaines pourraient vous convenir. Si les dangers qui ne se voient pas venir vous inquiètent, évitez les subtiles politiques de cour chinoises, les intrigues sacerdotales égyptiennes ou les enjeux rituels chez les Mayas. Certains lieux vous laisseront entrer plus facilement que d'autres. L'âge des Vikings, Rome, la Grèce et la Mésopotamie permettent aux étrangers de s'élever par le talent, le commerce ou les alliances. L'Égypte et la Chine sont plus difficiles à pénétrer, car leurs hiérarchies sont profondément ancrées et lentes à évoluer.
La vallée de l'Indus est accueillante si vous vous adaptez à sa vie ordonnée. Mais son primat de la communauté peut vous tenir à distance. Les Mayas vous accepteront si vous vous montrez utile à leur architecture cosmique et politique, et vous seront hostiles si vous la menacez. Pour le confort matériel, la vallée de l'Indus est difficile à battre. Rues propres, ville organisée, et un sens de l'équilibre entre travail et vie communautaire. La dépendance de l'Égypte au Nil crée un rythme prévisible. Même si la chaleur du désert peut être implacable, les systèmes agricoles et les infrastructures de la Chine assurent sécurité et abondance en période de stabilité. La Grèce et Rome offrent une vie urbaine vibrante, riche de culture et de spectacles. Mais on y vit sous une tension politique constante. Les cités mayas sont spectaculaires, mais le climat est intense et les obligations religieuses implacables. Les réalisations de la Mésopotamie ont pour prix les crues, les guerres et l'imprévisibilité. Les Vikings offrent l'aventure et la liberté, mais la vie y est physiquement dure, les hivers longs et les mers sans pitié. Si vous êtes discipliné, respectueux de l'autorité et à l'aise avec la tradition, l'Égypte, la Chine ou les Mayas pourraient vous convenir, à condition de pouvoir répondre à leurs exigences cérémonielles. Si vous appréciez l'ordre sans hiérarchie oppressante, la vallée de l'Indus propose une stabilité plus tranquille. Si vous êtes ambitieux, franc et stimulé par la compétition, la Grèce, Rome et la Mésopotamie vous offriront l'arène dont vous avez besoin, à condition d'être prêt à une rivalité permanente. Et si votre âme penche vers l'aventure, l'exploration et le large, l'âge des Vikings pourrait bien être le seul endroit où vous vous sentirez réellement chez vous. Il n'existe pas de civilisation antique idéale pour tous les voyageurs. Il n'y a que celle qui s'accorde à vos compétences, à votre tempérament et à votre tolérance au risque. Si vous voulez la sécurité et savez suivre les règles, choisissez l'Égypte ou la Chine. Si vous souhaitez vous fondre dans le rythme d'une cité bien planifiée, optez pour la vallée de l'Indus. Si vous avez soif de combats intellectuels et de vie publique, la Grèce vous éprouvera et vous récompensera. Si vous voulez une scène pour le drame politique et l'ambition, Rome est la vôtre. Mais gardez toujours un œil derrière vous. Si les cycles du cosmos vous attirent et que vous supportez des rituels intenses, les Mayas vous mettront à l'épreuve et vous inspireront. Si vous voulez vivre de votre bras et de votre nom, l'âge des Vikings vous donnera la liberté. Mais chaque bouchée, il vous faudra la gagner. La Mésopotamie ? Elle est faite pour l'esprit adaptable qui prospère dans le mouvement perpétuel. Peu importe où vous atterrissez, n'oubliez jamais que vous êtes un étranger. Même si vous vous fondez parfaitement dans le décor, parlez la langue et en adoptez l'habit, vous évoluez malgré tout dans un monde qui n'est pas le vôtre. Les règles y sont plus anciennes, plus strictes et beaucoup moins indulgentes que tout ce que vous connaissez. Respectez-les, ou vous ne resterez pas assez longtemps pour apprécier ce que vous aurez découvert. Alors, quand vous refermerez la porte de la machine à voyager dans le temps et réglerez votre destination, souvenez-vous, le monde antique ne vous attend pas. Il se moque que vous réussissiez ou échouiez. Mais si vous le comprenez, vous y adaptez et le respectez, vous pourriez bien y trouver un endroit où vous n'êtes plus un visiteur, mais une partie de l'histoire. Choisissez avec soin, votre vie en dépend.